Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. On a dû décaler la présentation, mais on est heureux de pouvoir la faire aujourd'hui. Ce qu'on va vous présenter, c'est un travail qui s'est fait dans le cadre du groupe Réflexion Bâtiment Responsable et Territoire du plan Bâtiment Durable. Ce groupe, en fait, c'est le groupe prospectif du plan Bâtiment Durable qui regroupe 25 personnes qui travaillent à l'Institut Personnet et bénévolement pour écrire des notes sur des sujets qui nous paraissent importants. On sort à peu près trois notes par an. J'ai le plaisir de co-présider ce groupe avec Christian Clairet, qui est présent, je crois, aujourd'hui. Et donc, la dernière note qu'on a publiée s'appelle Vers une sobriété immobilière et solidaire. Le principe qu'on a, c'est de publier des notes pour récupérer des commentaires. Donc, on est en plein dans cette phase de commentaires et ce webinaire va vous permettre de vous présenter ce qu'on a fait et vous appeler à réagir sur le document parce que la conviction qu'on a, c'est que le secteur du bâtiment et de l'immobilier, c'est un secteur où il y a plein d'acteurs et que pour que les choses bougent, il faut que ça bouge de plein d'endroits différents. Alors, on va vous présenter cette note dont le sous-titre est « Les voies d'une meilleure utilisation du parc de bâtiments ». On a publié la note avant l'été, et pendant l'été, tout le monde s'est mis à parler de sobriété. On voit bien qu'il y a un sujet qui est très à l'ordre du jour. La note a une spécificité, c'est que beaucoup d'actions sur la sobriété sont menées aujourd'hui avec l'idée de passer l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait cet hiver pour éviter les coupures de gaz et d'électricité? La note, elle se place sur un temps plus long. Elle se dit que la sobriété, c'est quelque chose sur lequel il faut bien évidemment commencer aujourd'hui, mais qu'elle va demander des changements, et des changements chez tout le monde. À la fois des changements chez les acteurs de l'offre immobilière, des changements chez les gens de la demande, les gens qui utilisent les bâtiments, et puis des changements du côté des politiques qui sont mises en œuvre, et que pour que les choses fonctionnent, il faut, pour que le changement se passe, il faut que ces trois secteurs interagissent chacun et que c'est le changement de ces trois secteurs à la fois qui permettra de progresser. Et, hop, qu'est-ce qui se passe? Je cherche l'endroit, il faut que j'appuie pour passer à la diapo suivante. Excusez-moi, j'ai plein de choses sur mon écran. Ça arrive, c'est ici. Bon. L'objectif de la note, c'est de partager deux idées. Première idée, c'est qu'une meilleure utilisation du parc de bâtiments, c'est une des solutions, à côté de construire et rénover, pour répondre simultanément aux enjeux sociaux, écologiques et économiques. La deuxième idée, c'est qu'il y a déjà un ensemble d'acteurs qui expérimentent, qui essaient de trouver des solutions pour mieux utiliser ce parc, et que l'enjeu des temps qui viennent, ça va être de rendre visible le fait que cette meilleure utilisation est possible, qu'elle n'est pas sans difficulté, il y a plein de difficultés à résoudre, mais que c'est en partant des expériences, à la fois ceux qui marchent et puis ceux qui ne marchent pas, qu'on pourra trouver des solutions pour généraliser. On s'est donné deux cibles, les porteurs de politiques publiques, parce nous sommes convaincus qu'il y a de nombreux cas où il faut faire évoluer les politiques publiques, on en parlera, et puis les acteurs de l'immobilier et du bâtiment, les acteurs de l'offre. On n'a pas ciblé dans cette note les acteurs de la demande, tous les utilisateurs, mais il faudra trouver les moyens pour aussi les cibler, parce qu'il est indispensable qu'ils soient impliqués pour que les choses évoluent. Alors, 4 idées sont développées. La première, c'est que de très nombreux bâtiments sont aujourd'hui sous-utilisés. On va le voir avec quelques chiffres. Deuxième idée, des solutions existent pour mieux les utiliser. Troisième idée, ces solutions sont à décliner suivant les territoires, les types de bâtiments, les types de population, etc. Et quatrièmement, on a besoin d'une nouvelle approche pour répondre
aux besoins en mettant au centre cette meilleure utilisation. On va se partager la présentation entre moi-même et Alban Gaspard. Je ferai les 2 premiers points. Alban fera la déclinaison suivant les types de territoires et de bâtiments. Et puis, je décrirai la nouvelle approche qui me paraît importante de développer. L'appel à contribution est ouvert normalement jusqu'au 7 septembre, mais une bonne nouvelle, comme on a décalé la date de cette présentation, on étend le temps de réponse jusqu'au 18 septembre. Donc, vous allez avoir une dizaine de jours pour pouvoir réagir. Comment vous pouvez réagir sur les propositions? Premièrement, en faisant des commentaires sur ce qu'on a écrit. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Le débat crée la richesse. Deuxième point, en citant des exemples de lieux où il se fait des choses. Notre conviction, c'est que le fait d'avoir en visibilité les choses qui se font, les réussites, les difficultés, c'est essentiel. On n'est pas en train d'inventer quelque chose à partir de rien. On pousse des choses qui sont en train de se faire sur un certain nombre de terrains dont vous pouvez être les acteurs. Alors, si on veut arriver à une sobriété immobilière qui soit solidaire, le défi aujourd'hui, c'est d'associer 3 choses. Du social, de l'économique et de l'environnemental. Jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas très compliqué. Si on avait un problème social, on voulait répondre à des besoins qui bougent, on voulait traiter le mal logement et en même temps traiter les aspects économiques avec l'augmentation des prix des bâtiments et des loyers. Il y avait une tendance à répondre, il n'y a qu'à construire. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'acteurs qui continuent à penser comme ça. Il n'y a qu'à construire, ça va tout résoudre. Aujourd'hui, avec en complément les aspects environnementaux, que ce soit les sujets de changement climatique, d'artificialisation des sols, de pénurie de matériaux, de croissance des déchets, il faut trouver d'autres solutions. Le construire plus n'est pas la solution à tous les problèmes, très clairement. Alors, il nous semble qu'il y a eu une réflexion forte qui a déjà commencé, qui se poursuit et qui est très importante sur les matériaux, sur l'énergie, comment utiliser des matériaux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, des matériaux biosourcés par exemple, comment utiliser des énergies renouvelables, des énergies décarbonées. Il y a une réflexion qui est en cours et qui se développe là-dessus. Il y a une réflexion forte sur la construction et sur la rénovation. Typiquement, la RE 2020, c'est une réponse, c'est un travail autour de la construction. Tous les plans autour de la rénovation sont des plans très importants sur la manière de construire et de rénover. Mais nous avons l'impression que l'utilisation des bâtiments est un peu le parent pauvre de la réflexion. Et avec cette note, nous voulons qu'elle soit mise au même niveau que les 2 autres sujets, parce qu'il y a un potentiel énorme à travailler sur cette utilisation des bâtiments. Alors pour ça, prenons simplement l'occupation actuelle des logements. Qu'est-ce qu'on constate? On a 8% de logements vacants, 10% de logements occupés occasionnellement, 19% de logements avec une sous-occupation très accentuée, 37% avec une sous-occupation, 18% avec une occupation standard et 8% de suroccupation. Donc on voit qu'il y a un potentiel important qui est là et qu'il faut saisir. Alors, quand on regarde le taux de croissance de la population au cours des dernières périodes, on voit qu'il y a eu une croissance de la population, mais que la croissance des logements a été sensiblement plus importante que la croissance de la population, ce qui veut dire que globalement, on s'est desserré dans les logements, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où on est très serré dans les logements. On a une croissance forte des logements vacants et des résidences secondaires. Et ça nous pose une question dans un temps de sobriété, qu'est-ce qu'on veut faire, notamment sur ces logements vacants, ces résidences secondaires, comment travailler ce sujet un peu globalement.
Alors, il ne faut pas oublier surtout les 8% des gens qui sont mal logés. Si vous prenez l'état du mal logement en France, publié par la Fondation Abbé Pierre, on voit qu'il y a un vrai enjeu et il y a 2 erreurs qui seraient à éviter. Premièrement, ce serait faire porter l'utiliser mieux sur ceux qui subissent déjà une sobriété immobilière contrainte. On a des gens qui sont sobres dans l'immobilier parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. C'est clairement pas de ce côté-là qu'il faut porter l'œil si on veut travailler la sobriété. Deuxième idée, à 2 erreurs à éviter, c'est de penser que le mal logement se résout simplement par un construire plus, indifférencié, quel que soit le type de logement, quel que soit le type de localisation. Donc il y a une réflexion forte à avoir sur le mal logement, autant de la sobriété, mais elle porte sur une part de la population. Il faut maintenant travailler sur les autres parties de la population qui ont des capacités à bouger qui sont plus importantes. Alors, on a depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale fait face à une croissance de la population quasiment continue. Et on se disait finalement, même si on construit trop, peu importe, il y a tellement de gens qui arrivent, on se met de plus en plus nombreux, ces bâtiments, on en aura toujours besoin. Il s'avère qu'on est en train probablement de changer un peu le monde. Les dernières projections de l'INSEE prévoient dans l'hypothèse centrale qu'on pourrait atteindre un maximum de population vers les années 2040. Et il y a même une hypothèse où on atteindrait le maximum de population dès le début des années 2030. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de l'idée que si on fait trop, ça servira toujours. Et les questions environnementales nous le posent de manière très claire. Essayons d'utiliser au mieux le parc qu'on a, et si on construit, réfléchissons bien à ce que pourra être l'usage de ce qu'on construit dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, pour s'assurer qu'on ne va pas construire des choses qu'on sera obligé de détruire assez prochainement. J'ai vu des vidéos récentes sur la destruction de bâtiments en Chine, c'est assez terrifiant. Des bâtiments neufs qui n'ont jamais été utilisés. Alors, comment utiliser mieux le parc existant? Notre conviction, c'est qu'il n'y a pas une solution et qu'il va falloir passer par des analyses de cas très concrètes qui partent du terrain. Prenons quelques exemples. On a un jeune qui quitte le domicile familial pour aller étudier dans une ville universitaire. Vous avez à la fois un logement qui se vide et un nouveau besoin de logement. Un couple avec enfant, propriétaire d'une maison individuelle dans le périurbain, content, il a obtenu sa maison, il est en cours de séparation. Comment il fait? Qu'est-ce qui va se passer? Un couple qui dispose d'un logement en ville, d'une résidence secondaire, qui prépare sa retraite. Qu'est-ce que ça va donner sur le plan immobilier? Une personne âgée qui vit seule dans un grand logement qu'elle a occupé avec ses enfants, et ce grand logement n'a pas d'ascenseur. Comment elle va faire? On peut avoir un élu d'une grande métropole où la tension immobilière est forte, ou un élu d'une petite ville dans un espace rural où de nombreux logements sont vacants. Les situations sont différentes. Il n'y a pas de solution toute faite. Par contre, il faut peut-être qu'on invente les boîtes à outils que pourront mobiliser ces différents acteurs pour répondre à ces différentes situations. Alors, cette boîte à outils, on la décrit dans la note. Je ne vais pas la décrire complètement ici, puisque l'objectif, c'est de vous pousser à aller lire la note et aller la commenter. Mais on va regarder certains points. Nous avons défini 3 grandes familles avec chaque fois 3 sous-familles. La première famille, ça consiste à déménager quand les besoins évoluent. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Vos besoins immobiliers évoluent, vous déménagez. Mais ça se passe très bien dans un sens.
Chaque fois que vos besoins augmentent ou deviennent très différents, vous quittez le logement de vos parents, vous allez chercher un logement. Plus tard, si vous vous mettez en couple, vous allez peut-être choisir un logement différent. Si vous allez, si vous avez des enfants, vous allez peut-être à nouveau déménager pour avoir plus d'espace. Et ça marche très bien dans ce sens-là, avec une contrainte économique. Mais en revanche, la difficulté, elle se place souvent dans l'autre sens. Quand le besoin n'est plus en augmentation, je vais vers du plus grand, mais le besoin, éventuellement, il bouge à la diminution. C'est le cas quand les enfants partent chez leurs parents, quand un couple qui vieillit a une personne qui décède, c'est le cas dans le cas des divorces, et on constate que c'est là qu'on a aussi besoin de trouver des solutions, notamment parce qu'on risque sinon d'avoir une des personnes qui d'un coup se retrouve en vraie difficulté, typiquement l'étudiant qui a du mal à trouver un logement, la famille qui divorce et qui a du mal à trouver un logement, et à côté de ça, des gens qui, eux, en ont plus qu'ils n'en avaient besoin éventuellement. Alors, dans le tertiaire, c'est bien connu. Les directeurs immobiliers du tertiaire, ça fait partie de leur travail de gérer l'affectation des locaux de manière à ce que une équipe qui grossit puisse avoir plus d'espace si elle a plus de salariés, mais qu'au moment où ça diminue, on ait une réduction des espaces. Et donc, un enjeu qu'on va avoir ici, c'est de trouver les moyens de faire à la fois à la montée, quand les besoins montent, mais aussi quand les besoins ne sont plus de l'ordre de avoir plus, mais éventuellement avoir différent. Alors, quelques points importants. On va s'apercevoir que dans ces parcours résidentiels qui vont permettre aux gens de changer de lieu, il y a des choses qui sont en train de se passer. On sait qu'aujourd'hui, on a des territoires sur lesquels il y a une demande extrêmement forte, notamment les métropoles, et des territoires sur lesquels la demande est peut-être moins forte. Et on peut se demander si au moment du déploiement du numérique, il n'y a pas, dans la réflexion territoriale, des nouvelles approches à avoir en se disant, mais finalement, ces endroits où on a du logement vacant ou des bâtiments vacants, c'est une richesse et le développement de la fibre va peut-être permettre de mieux réutiliser ces lieux, de mieux les exploiter. Mais pour ça, ça demandera des réponses spécifiques dont vous parlera Alban tout à l'heure. On a aussi le changement de logement avec un exemple sur ce que font les logements HLM. On sait que dans le logement social, on a une tendance au vieillissement de la population qui est dans le logement social et une difficulté à gérer des jeunes. Et se mettent en place des bourses d'échange qui permettent de dire peut-être que je pourrais échanger un grand logement contre un logement peut-être plus petit, mais plus adapté à mes besoins. Alors ces bourses d'échange, elles commencent, ça pose plein de difficultés, mais ça fait partie des solutions qui pourraient être envisagées là-dessus. Pour ce qui est des propriétaires occupants, on sait que il y a un frein au fait de changer de logement quand les besoins évoluent, qui est le frein fiscal. Quand vous changez de logement, ça a un coût, notamment si vous revendez votre logement et que vous en prenez un autre plus petit, vous payez des frais de mutation qui vont représenter une somme importante, qui vont éventuellement vous dissuader de le faire. Il y a là peut-être, dans les politiques de sobriété que cherche l'État, à trouver des nouveaux modes de fiscalité qui ne soient pas forcément plus de taxes, mais des taxes vues différemment qui favoriseraient ces déménagements. Deuxième paquet, c'est augmenter. Alors là, je vous décris ça brièvement, vous avez plus de détails dans la note,
Et surtout, si vous avez des exemples où vous dites à tel endroit il s'est passé quelque chose, n'hésitez pas dans la note, puisque vous pouvez commenter en ligne, à faire des liens vers des expériences qui vous paraissent intéressantes. Deuxième idée, augmenter les durées d'occupation. La première chose, c'est de mobiliser le parc vacant. Il y a des travaux qui sont engagés, des plans qui sont engagés là-dessus, mais on a parfois tendance à penser que le vacant, c'est uniquement dans les endroits où il y a des prises de population et où il y a finalement moins besoin de bâtiments. On s'aperçoit que ce n'est pas totalement vrai. Certes, ça existe là, mais ça existe aussi dans des bassins où il y a des demandes de logement importantes et que dans un certain nombre de cas, cette vacance, elle est aussi entraînée par le fait qu'on fait du neuf plus à la mode qui va rendre vacant une partie du parc. Ça pose très clairement la question de l'obsolescence prématurée d'une partie du parc et des solutions qu'on pourrait imaginer pour rénover ce parc, le réadapter à des besoins différents, de manière à ce que ce parc soit moins obsolescent. Typiquement, le sujet des passoires thermiques aujourd'hui, dont une partie ne va plus être louable. Comment faire pour que ces passoires thermiques, elles se rénovent et qu'elles redeviennent des logements qui soient attractifs plutôt que éventuellement aller construire ailleurs. Vous trouverez un petit dessin humoristique sur le sujet dans la note. Troisième point, mutualiser pour augmenter les durées d'occupation. Alors, ça commence à se faire dans le tertiaire. On sait qu'on a une grosse part du bâtiment tertiaire qui est peu utilisé dans le temps et qu'on a probablement des potentiels en augmentant cette durée d'occupation. Alors, c'est vrai pour le tertiaire public comme le tertiaire privé, et ça pose des questions à la fois juridiques, de sécurité. Imaginez par exemple que en Allemagne, les écoles sont beaucoup plus ouvertes qu'elles ne le sont en France, parce qu'on a trouvé des solutions pour que, à la fois les cours d'école puissent servir d'espace de jeu, mais qu'aussi les locaux puissent être utilisés en dehors de leur usage principal. Si vous prenez une cantine scolaire ou un restaurant d'entreprise, ce sont des endroits qui sont très peu utilisés en termes de nombre d'heures. Mais pour pouvoir les utiliser, il y a tout un tas de problèmes à résoudre et peut-être qu'un des enjeux majeurs pour les années à venir, un des enjeux de nouveaux métiers, ce sont les gens qui vont avoir comme métier d'aider à résoudre ces problèmes-là. Il faudra faire bouger du juridique, il faudra peut-être faire bouger du sanitaire, il faudra peut-être avoir des gardiens chargés de gérer ça, des gestionnaires de ça, mais ça crée potentiellement des nouveaux métiers qui seront peut-être demain des métiers clés pour l'immobilier. Alors, troisième point, adapter les bâtiments à l'évolution des besoins. Première idée, c'est d'adapter l'usage des locaux à de nouveaux publics sans transformation profonde. Il y a un exemple extrêmement connu qui est la colocation. On a eu une augmentation considérable du nombre de jeunes qui faisaient des études. On a eu un retard des mariages ou de la mise en ménage. Ça s'est traduit par des nouveaux besoins et la colocation s'est développée de manière extrêmement rapide avec à la fois des très bons côtés, hein, c'est la colocation heureuse du film L'Auberge espagnole, mais aussi de l'autre côté des marchands de sommeil avec des choses qui sont inacceptables. Donc, on voit qu'on a à la fois une possibilité sur l'adaptation des bâtiments à l'évolution des besoins, mais qu'il faut probablement la réguler. On le voit avec le sujet du développement du Airbnb dans les villes touristiques.
et des villes qui essaient de trouver des solutions intelligentes. Par exemple, et il y a plusieurs exemples dans la note, pour que le touristique et puis le logement des travailleurs soient traités simultanément, ou le touristique et les étudiants. Donc il y a là à nouveau de nombreuses innovations à voir et pour des gens qui se lancent dans le secteur de l'immobilier, c'est probablement un secteur très important d'innovation. Troisième sujet, c'est la restructuration des locaux pour les adapter à l'évolution des besoins. Là, on va toucher au béton pour faire bouger les murs. Alors, on parle aujourd'hui énormément de transformation du bureau en logement, et c'est très important. Et les acteurs qui s'y attachent mettent en évidence à la fois des difficultés, puis des solutions, et il y a un vrai enjeu à ce que ceci se multiplie. Mais il ne faut pas s'arrêter à cet aspect transformation des bureaux en logement. On sait que on a une diminution forte de la taille des ménages qui conduit à un décalage entre le nombre de personnes par ménage et le nombre de pièces des logements. Il y a donc un enjeu à restructurer les logements et en particulier à restructurer notamment le pavillonnaire. Le pavillonnaire, il a été fait pour les familles avec des enfants. Mais si vous regardez ce qui se passe, par exemple, au moment où un ménage vieillit, au moment où des enfants quittent le domicile de leurs parents, au moment où il y a du divorce, vous vous apercevez que dans les zones pavillonnaires, il y a des besoins de faire muter les logements. Et c'est un sujet sur lequel un certain nombre d'acteurs se mobilisent, font l'innovation. Il y a là un domaine important. Et puis le dernier domaine, c'est que quand on décide de construire neuf, on constate qu'au moment où on construit, le neuf, généralement, il répond bien aux besoins. Il y a des études de marché qui sont faites par les promoteurs ou par les organismes HLM, et on a du logement neuf qui répond aux besoins avec les contraintes économiques qui sont celles du moment. La question, c'est est-ce que ce que je construis aujourd'hui, dans 20 ans, dans 40 ans, ça correspond encore aux besoins? Et là, il y a un enjeu majeur, parce que quand on construit du neuf, on le pense pour qu'il puisse s'adapter. On a un exemple de choses qui ont très bien marché, et on les a conservées pour ça, c'est l'haussmannien, qui avait été à la fois beau, bien placé, et avec une capacité d'adaptation considérable. Ça a conduit à ce que le haussmannien s'adapte dans un sens, dans l'autre. Il faut que tout ce qu'on construit aujourd'hui soit pensé de manière à pouvoir s'adapter demain. Je vous ai passé en revue ces 9 familles et je passe maintenant la parole à Alban pour la déclinaison. Alors, on va s'intéresser maintenant à quel type de situation correspond quel type de solution. Jean-Christophe vous a montré la panoplie des solutions possibles qu'on a relevées dans la note. Maintenant, toutes ces solutions, elles ne s'appliquent pas de la même façon à tous les bâtiments, à tous les territoires, etc. Donc là, dans la dernière partie de la présentation, on va s'arrêter sur 4 éléments clés qui nous semblent vraiment intéressants pour réussir à différencier les situations et donc du coup à différencier quel type de solution s'applique à quel type de situation. On va passer 4 en revue: le type de bâtiment, les étapes de vie, les revenus et patrimoine et les territoires. On s'arrêtera un petit peu plus longuement sur la question des territoires, mais notre conviction, c'est bien que la typologie des situations, c'est quelque chose à la rencontre entre le type de bâtiment, les étapes de vie, les revenus, les patrimoines, les territoires. À la rencontre de tout ça, on va avoir des typologies de situations qui vont appeler des typologies de solutions différentes. Ce qui nous permettra ensuite, donc dans la note, vous voyez, on va passer en revue ces 4 éléments. On pourrait aller plus loin et ça pourrait être intéressant d'aller vers des typologies qui croisent ces dimensions pour mieux en exploiter le potentiel, en fait. Quel potentiel de chaque situation par rapport à quel type de solution? Alors, on va commencer par les types de bâtiments.
vous avez sur la diapo une représentation du parc à plat. On prend le parc de bâtiments en France, résidentiels et tertiaires, on le pose sur une grande carte et on regarde en termes de surface et de mètres carrés ce que ça donne. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, en fait, vous avez, à peu près la moitié du parc en surface qui sont représentés par des maisons individuelles. Donc vous voyez que, la question de comment est-ce qu'on va gérer, l'occupation de ces maisons individuelles, elle est clé sur la question de comment on occupe le parc et quel taux d'occupation du parc. Et donc les enjeux auxquels faisait référence Jean-Christophe juste avant sur, vivre seul, lorsqu'on est âgé dans une grande maison alors que les enfants sont partis, ce genre de situation, vous voyez que, ça va être des situations clés en termes de sobriété. Quelque part, on peut dire que là où les personnes âgées vont vivre dans le futur est une question de transition, écologique et énergétique. Donc vous voyez, les options, varient en termes de type, de bâtiment. Alors, on passe ensuite, ouais, merci, sur la question, des parcours de vie. Vous voyez bien, que, on a selon notre, étape dans notre parcours de vie, des besoins différents. Alors le petit dessin, vous le montre bien. Au début, on est seul, puis on se marie, puis on a des enfants, puis il est possible qu'on divorce, voilà, ou on devient famille monoparentale, puis on se remet en couple et puis, à la fin, on vieillit. On a, du coup, beaucoup de changements, dans son parcours résidentiel, beaucoup plus de changements qu'avant et ça, c'est bien documenté. C'est-à-dire qu'avant, les parcours de vie étaient assez linéaires et maintenant on a des ruptures, on se sépare, on se remet en couple et cetera. Tout ceci crée des besoins importants et surtout crée, des besoins de changement et d'adaptation de son logement à la taille, de son ménage. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que, alors qu'on a beaucoup de changements, qui ont lieu, on a en même temps des parcours résidentiels qui sont de plus en plus bloqués pour plein de raisons, notamment pour des questions de revenus des ménages et cetera. Et donc du coup, on a une désadéquation progressive entre, le besoin du ménage et le bien dans lequel, il habite. Typiquement, c'est l'exemple que citait Jean-Christophe, quid du périurbain, de la maison périurbaine après le départ des enfants? Est-ce que du coup, il y aurait pas pour des couples qui n'ont quand même pas envie de changer de lieu de résidence parce que c'est là où ils ont passé leur vie, ils y sentent bien et ils ont envie de continuer à vivre dans ce lieu-là, mais s'ils cherchent à déménager, bah, autour d'eux, il y a que des maisons individuelles, donc ils c'est la même maison que la leur, donc ils vont pas trouver, chaussures à leurs pieds. Donc peut-être qu'il y a des choses à inventer sur ce redécoupage, par exemple, de la maison individuelle, en périurbain vieillissant. Troisième dimension, les, revenus et les patrimoines alors à la fois des ménages et des acteurs, d'une façon générale. Quand on regarde, la situation des ménages, je ne vais pas vous surprendre, on est sur des situations qui sont très différentes en fonction, de son revenu, de sa capacité à accéder à du patrimoine et cetera. La même chose dans le tertiaire. La même chose dans le tertiaire, on n'a pas du tout les mêmes stratégies, entre le grand tertiaire et le petit tertiaire. Donc son revenu, son patrimoine, ça, a un impact sur son mode d'accès, heu, à des locaux, à des logements, à des locaux et ses stratégies d'occupation, de ces locaux. Si on reprend le tertiaire, ce qui se montre bien quand on regarde qui possède quoi dans le tertiaire, on voit que le grand tertiaire a tendance à être locataire, donc ils ont une stratégie d'occupation des locaux qui est complètement différente du petit tertiaire qui a tendance à être propriétaire, parce que pour eux, c'est du patrimoine et ça leur permet derrière, d'adosser des prêts et cetera pour développer leur activité. Donc vous voyez que selon les revenus et le patrimoine des acteurs, on a aussi des stratégies, qui et donc des besoins qui vont être très différents. Et enfin, quatrième dimension, les différences territoriales. Alors vous avez sur cette carte, une analyse qui a été faite par, le ministère de l'Environnement pour essayer de différencier, les différents territoires français en fonction, d'un certain nombre de critères qui permettent, d'identifier différents, marchés immobiliers. Donc on a 6 mailles différentes. Vous voyez là, c'est vraiment la situation à 2020. Alors quand on réfléchit en termes de prospective, on peut se dire qu'à 2050,
la situation pourrait être complètement différente. On pourrait avoir un rééquilibrage territorial ou au contraire, on pourrait avoir encore une métropolisation encore plus poussée. Donc, on est sur quelque chose de fluctuant. Mais là, ce que cette carte vous montre, c'est le résultat des 30-40 dernières années d'aménagement du territoire avec le phénomène de métropolisation et puis de littoralisation d'un certain nombre d'implantations. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une diversité de territoires et forcément, qui dit diversité de territoires dit que chaque solution ne va pas être pertinente, pour chacun des territoires. Alors dans la note, ce qu'on a commencé à faire, c'est regarder chacun des territoires et puis commencer à esquisser, quelques éléments chiffrés qui permettent, de comprendre un peu la carte d'identité du territoire, enfin du type de territoire et puis les défis associés, à ces territoires. Alors, en termes, donc 1er territoire, on va prendre les zones peu tendues à dominante rurale. Donc vous le voyez sur la carte, vous avez du vert là qui est en plein milieu de la France. Ça, c'est, cette zone peu tendue. Là, clairement, c'est quand même 50 du territoire, mais c'est 22 de la population. Donc il y a vous voyez, un petit décalage. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est 22 de la population, mais 37 de l'artificialisation. Et donc là, on voit bien qu'il se joue quelque chose sur la construction neuve dans ces territoires qui est: je vais construire pour attirer, attirer de nouveau. J'ai un besoin d'attraction de gens dans mon territoire est en déprise et donc je construis en espérant que, je vais pouvoir attirer, des, nouveaux occupants. On voit bien toute la concurrence entre territoires qui se joue ici. Donc l'enjeu, pour ces territoires, c'est d'attirer des gens mais tout en évitant de s'artificialiser trop, puisque l'artificialisation comporte plein de désavantages sur lesquels je ne vais pas revenir, mais je pense que vous connaissez. Alors là, c'est la petite illustration à laquelle Jean-Christophe faisait référence tout à l'heure, qui est hyper parlante à notre sens, puisque vous voyez que vous avez un petit village qui est complètement vacant, avec sans doute des copropriétés dégradées, etc., qui est tout vide, des commerces tout vides, et puis juste à côté, vous avez un magnifique lotissement qui est en train de se construire, Esprit Village, venez vivre chez nous, etc. Ça, c'est un peu une façon rigolote de voir les choses, mais ça montre bien quel est l'enjeu pour ce type de territoire. L'enjeu pour ce type de territoire, c'est de réinvestir le parc qui est vacant, mais obsolète, dégradé, pas alors sur le plan thermique, mais aussi qui peut être juste, c'est pas la bonne taille de bâtiment par rapport aux gens qu'on veut attirer, et cetera, ou la bonne taille de logement. Enfin, il y a plein de choses qui font que ce parc peut être dégradé. Redévelopper des services, et puis du coup, utiliser le neuf, bien évidemment, comme un outil, mais peut-être plus à petite dose pour venir catalyser l'activité à certains endroits, remettre des services publics, et cetera, de l'activité, plutôt que d'artificialiser, les alentours. Donc vous voyez que dans la panoplie à disposition, il peut y avoir du neuf, mais il peut y avoir aussi tout ce réinvestissement du vacant. Deuxième type de territoire, on passe sur les zones qui sont peu tendues dans les couronnes périurbaines. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la tension sur le marché du logement, c'est très simple, c'est: est-ce qu'il y a suffisamment d'offres pour répondre à la demande? S'il n'y a pas assez, on est en zone tendue. S'il y a trop, on est en zone détendue. Donc dans ces zones-là, il y a un enjeu de sous-occupation des maisons individuelles. Donc vous voyez des couronnes périurbaines qui sont bien dotées en maisons individuelles. Il y a une vacance faible, mais il y a aussi un enjeu de vieillissement de la population. Donc c'est des zones où les gens sont venus s'installer alors loin de la ville pour des raisons notamment d'accessibilité financière. Et puis les enfants ont grandi, et puis du coup on est sur cette période de vieillissement. Donc là, l'enjeu pour ces zones-là, c'est d'accroître la diversité immobilière, puisqu'on est quand même sur beaucoup de maisons individuelles, pour accueillir des publics plus variés. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est la restructuration de certaines maisons individuelles pour pouvoir permettre cette mobilité résidentielle. Ça peut être aussi le déménagement
de certains publics vers peut-être des logements plus petits, plus proches du centre-ville, etc. Et l'accueil de nouvelles familles, de nouveaux habitants, puisque l'envie et le besoin de maisons individuelles avec jardin pour élever ses enfants, etc., c'est quelque chose qui reste prégnant. Et puis, ça peut être aussi la construction neuve sur du petit collectif ciblé pour accueillir, par exemple, les personnes âgées du quartier. Troisième type de territoire, les zones qui sont assez tendues dans les pôles urbains de province. Vous voyez, on avance en termes de niveau de tension sur le marché immobilier. Et là, on est sur ces métropoles provinciales, en fait, les métropoles dans les régions qui du coup, ont une situation de tension sur le marché immobilier. Donc c'est des zones où la vacance n'est pas forcément très importante, mais il y a quand même un potentiel pour intensifier l'usage du bâtiment et notamment, par exemple, des bâtiments tertiaires. Faire en sorte qu'un bureau puisse accueillir des activités le soir et le week-end. Jean-Christophe évoquait la question des écoles qui peuvent aussi, quand elles sont vides, accueillir des activités. C'est aussi des endroits où on peut imaginer développer des formes de colocation dans des logements qui sont grands, qui peuvent accueillir plusieurs ménages, enfin plusieurs personnes. On avance en niveau de tension et on arrive sur les zones tendues dans les couronnes des aires urbaines attractives. Donc là, on est sur les métropoles régionales, Nantes, Rennes, etc., qui sont particulièrement attractives et qui du coup sont des zones de tension immobilière. Généralement, dans ces zones-là, il n'y a pas trop de décalage entre l'occupation du parc et entre le parc et les caractéristiques de la population, parce que c'est des zones où on a construit récemment pour accueillir des habitants. Et comme le disait Jean-Christophe, au début, quand on construit, ça va. C'est après que les décalages apparaissent au fur et à mesure que les besoins des occupants évoluent. Donc, c'est plutôt des zones où on a des logements récents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces zones-là? Anticiper ces enjeux et faire de la sobriété immobilière, ça peut être plutôt utiliser l'outil du construire réversible. Donc, anticiper les décalages qui adviendront inévitablement en construisant des bâtiments réversibles. Ça peut être aussi mutualiser les espaces. Et là aussi, comme dans la zone précédente, c'est faire en sorte que des espaces qui sont peu occupés à l'heure actuelle s'intensifient dans leur usage. Ça peut être aussi dans des bâtiments, faire une chambre partagée pour recevoir les invités, etc. Alors, vous voyez tous les enjeux que ça soulève en termes de règles, d'utilisation, de négociation de la règle, etc. Mais ça fait partie des options. On passe à la zone où il y a le plus de tension, c'est la zone à difficulté prononcée d'accès au logement. Donc là, on est clairement sur la métropole et notamment la métropole parisienne. Petit chiffre, 1% du territoire, 20% de la population. Vous voyez qu'on est sur une zone où très, très peu présente géographiquement, mais quand même beaucoup de personnes. Et là, clairement, l'enjeu, c'est de partager les espaces et, comme je le disais précédemment sur la zone précédente, définir les règles de partage. Et enfin, les zones tendues des espaces touristiques, puisque vous voyez qu'il existe sur les littoraux, notamment, des zones de tension, parce qu'il y a des gens qui habitent à l'année et puis il y a des gens qui viennent y passer les vacances. Et là, un des enjeux, c'est d'utiliser plus longuement les résidences secondaires. Donc, plus longuement, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire transformer les résidences secondaires en résidences principales. Et ça peut vouloir dire aussi la mettre en location hors des périodes de haute saison, etc. Donc, vous voyez, selon les territoires, on a des solutions différentes. Et je passe la main à Jean-Christophe pour la conclusion. À partir de cette analyse, on s'est posé la question de comment on pourrait avoir une approche un peu nouvelle de réponse aux besoins, puisqu'on voit bien, il y a une vraie question. L'immobilier, il a pour objectif de répondre à des besoins. Première question, et on a posé ça sous forme de 5 étapes. Première étape,
c'est de se poser la question du besoin et d'interroger le besoin. Quand on a un besoin, la première question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et est-ce qu'on en a vraiment besoin ici? On s'aperçoit notamment que dans de nombreux cas, on peut faire des hypothèses de croissance qui sont des hypothèses de continuité de la croissance qu'il y a eu depuis 50 ans. Mais la croissance demain, on voit bien que c'est plus la croissance d'hier. Je crois que les chocs qu'on a vécus depuis 2008, puis le Covid, puis la guerre en Ukraine, nous montrent bien que cette idée que tout va croître, ça va plus dans ce sens-là. La croissance des besoins de parking, par exemple, elle a eu lieu très fortement. Mais qu'est-ce que sera cette hypothèse de croissance? Troisième question, est-ce que certains besoins ne sont pas déjà remplis ailleurs? On voit par exemple entre des villes qui se tirent la bourre pour attirer les gens. Est-ce que cette course à vouloir faire plus que l'autre est vraiment la course qui a du sens aujourd'hui et demain? On le voit dans cette question du besoin et du mieux vivre, il y a des questions qui se posent différemment. Dernière chose, l'innovation. Vous savez, c'est très attirant, quelque chose d'innovant. Cette innovation, est-ce qu'elle n'est pas en train de cacher une obsolescence organisée? Je vous mets en avant telle innovation en disant que vous avez vraiment besoin de ça. Et si vous prenez un peu de recul, vous vous dites, bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est pas un nouveau besoin qu'on est en train de créer et qui va en fait a pour simple but de rendre obsolètes les choses précédentes. On le connaît bien dans les autres secteurs industriels que le nôtre, dans les autres secteurs que l'immobilier. Il faut qu'on se pose la question, sur l'immobilier, il y a probablement des cas où notre innovation cache peut-être une obsolescence organisée. Deuxième chose, optimisons l'utilisation de l'existant. Est-ce qu'un local pourrait être utilisé différemment de ce qui était initialement prévu? Comment est-ce qu'on peut mobiliser les locaux vacants? Le mouvement des utilisateurs peut-il aider à répondre aux besoins? Donc, vous voyez tout un tas de questions autour de l'optimisation de l'utilisation des besoins. Je discutais récemment avec un ami qui est conseiller municipal dans une mairie, dans un petit village. Il me disait, ben voilà, on a 3 besoins. Et il me décrivait 3 besoins importants en termes de garde d'enfants, en termes de... Non, 3. Et il réfléchissait sur 3 bâtiments. Et je lui dis, mais est-ce que finalement, si tu regardes la chronotopie des choses, est-ce que tu n'as pas tes 3 besoins qui seraient gérables dans moins de bâtiments? Et là, ça lui ouvrait les horizons. On a tendance à penser un besoin, un bâtiment. Là, il y a vraiment des choses à trouver. Troisième idée, restructurer l'existant pour l'adapter aux besoins. Si j'ai des besoins que j'ai pas un existant qui permet de répondre, est-ce que finalement restructurer l'existant serait pas une bonne manière de faire? On voit bien ce qui s'est fait dans les différents réinventer Paris et puis ce qui est en train de se faire, réinventer la métropole, etc. On peut très probablement, en partant de l'existant, se poser la question, je pars de ce truc, mais à quoi il pourrait servir? Et là, réussir ce matchage entre le déjà là et ces besoins qu'on a un peu triés. Ensuite, on a cette question d'associer rénovation, destruction, construction pour faire muter les quartiers. Il y a beaucoup d'exemples dans le quartier Petite Ville, en Petite Ville de demain, par exemple, où on voit que pour faire muter un quartier, on va à la fois optimiser l'usage d'une partie d'un bâtiment, restructurer un autre bâtiment dont on pourra trouver un nouvel usage, détruire un morceau qui gêne et qui ne permet pas de faire, et éventuellement construire le morceau manquant qui est le catalyseur du changement. Et là, on arrive à cette construction pour répondre aux besoins restants, mais vous voyez que l'idée de construire, elle vient à la fin. C'est quand on a regardé le reste qu'on peut dire oui, peut-être il faut construire, alors qu'on a tendance à le faire dans l'autre sens. Et si on le fait comme ça, il faudra mutualiser ce qui peut l'être et construire réversible. Voilà, on vous a fait le tour de la note. À vous de jouer, on va répondre à vos questions.
Vous pouvez accéder au texte et faire vos commentaires en ligne. Je vous ai mis une adresse courte là pour aller directement. Vous pouvez ajouter vos commentaires. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord sur ce qui se dit, ou proposer des liens vers des projets inspirants. On vous donne une date limite, le 18 septembre. Vous êtes encore 72 là, on espère qu'on aura au moins 2 commentaires de chacun, donc 144 commentaires à traiter d'ici le 18 septembre. Merci pour votre attention. Bah, merci. Et ben, James, si tu veux, si tu as vu des questions passer, moi j'ai pas eu trop de questions. Non, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On se donne 5 minutes pour une session de questions-réponses. Vous pouvez lever la main aussi. Il y a des questions. Non. Je pense que c'était clair, du coup. Bien sûr, personne n'a de questions à poser ou personne a des exemples de choses où vous diriez, moi je connais tel exemple, c'est super, quoi. Enfin, ça pourrait inspirer d'autres. Alors, on a une question de Florent Aubert. Vous avez parlé de directeur d'immobilier dans les entreprises comme d'un exemple à suivre, mais comment traduit-on ça pour les ménages? C'est probablement, c'est quelque chose à inventer, hein. Le métier est à créer. Quand il y a des acteurs, on le cite dans la note, ça me remonte pas instantanément. Il y a des acteurs qui se mettent là-dessus, de travailler avec des collectivités pour aller discuter avec les ménages de leurs besoins et faire des analyses de ce que sont vraiment les besoins et comment on peut y répondre. Mais ça demande, c'est Ville Vivante qui fait ça par exemple, ça demande d'aller voir les ménages, de discuter parce que chacun a des besoins un peu différents, mais je suis convaincu qu'il y a là des métiers qui seront probablement des métiers très clés dans l'immobilier, c'est-à-dire des métiers où on part de la demande. Il faut que l'immobilier passe d'un métier d'offre, je fais ce bâtiment-là, qui veut l'acheter, qui veut acheter des logements, à un métier de réponse à la demande en allant interroger les ménages là-dessus, et un certain nombre de municipalités sont prêtes à jouer le jeu et pour inventer des choses. On a une autre question de Xavier. Une contrainte forte des ZAN ne vont-elles pas favoriser l'avènement des solutions? La restructuration en fonction des zones et l'approche se rapprochant des 5 R est intéressante. Imaginez-vous différents indicateurs pour apprécier cette sobriété. Et merci pour cette note et cette présentation. Alban, tu as... Oui, peut-être sur la question du ZAN, effectivement, c'est sûr que l'enjeu de non-artificialisation ou d'artificialisation net zéro pose la question de où est-ce qu'on construit le neuf, est-ce qu'on construit du neuf? Donc c'est clair que ça fait partie des éléments de contexte qui vont nous aider à réfléchir à la sobriété. Et d'ailleurs, on entend déjà ce terme de sobriété foncière apparaître. Donc je pense que c'est un élément de contexte intéressant. Pour ceux que la question intéresse, je vous invite à aller voir les chiffrages qu'on a fait en termes d'artificialisation des sols sur les scénarios ADEME Transition 2050, puisqu'on a 4 scénarios très divers en termes de volume et de typologie de construction, et qu'on a pris le temps de modéliser l'impact que ça avait en termes d'artificialisation des sols. Et donc, ça permet de voir effectivement que continuer sur un rythme similaire au rythme précédent, ça demande de trouver des lieux de renaturation, puisque le ZAN, c'est bien, si on artificialise, alors il faut trouver de quoi renaturer, qui sont assez importantes. Donc, clairement, c'est un élément de contexte qui va porter. Comment s'appelle le document, Alban ? Alors, je vais essayer de vous le trouver là dans les 2 minutes, comme ça je pourrai le mettre dans le chat. J'en profite pour répondre sur l'aspect indicateur. On voit bien que quand on a un nouveau sujet qui émerge, le fait d'avoir des indicateurs est un sujet important. Alors, on n'a pas fait le travail pour l'instant de définir des indicateurs, et puis bon, faut toujours faire gaffe aux indicateurs, mais quand même c'est important. Juste dans des discussions qu'on a eues avec au sein du groupe RBA, des gens qui sont dans le logement social, il y a eu une idée toute bête qui émergeait, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est vraiment discuter avec les gens du logement social.
on compte beaucoup en nombre de logements. Mais est-ce que le sujet du logement social, c'est pas plutôt le nombre de personnes logées que le nombre de logements? Vous voyez, si on se met à basculer des indicateurs qui seraient moins au mètre carré ou à l'unité physique, mais plus à la personne logée. Autre exemple, dans les réglementations thermiques, on parle toujours en kilowattheures ou en CO2 par mètre carré. Alors, je n'en fais pas la critique, j'étais un acteur très fort de ce sujet-là dans les 25 dernières années. Mais je me dis peut-être qu'on aurait intérêt à passer à des indicateurs par personne. Et regardez ce que ça peut changer. Si vous prenez le DPE aujourd'hui, on sait que le DPE des petits logements est souvent moins bon que le DPE des logements un peu plus grands. Quand vous le faites au mètre carré. Parce que quand vous avez moins de mètres carrés, vous avez aussi plus de consommation d'eau chaude au mètre carré. Si vous faisiez le DPE à la personne, au nombre de personnes habitantes, peut-être que vous apercevrez que ce logement-là, il est très sobre, parce que finalement, il loge pas mal de gens dans peu de mètres carrés. L'exemple typique, c'est des gens qui ont des revenus importants ou un patrimoine important, une très grande maison dans laquelle ils sont deux. Imaginez qu'elle soit très bien isolée, aux derniers critères environnementaux, vous allez avoir un DPE de type A. Mais si vous le regardez sur l'impact environnemental ramené à la personne, à ce moment-là, c'est peut-être plus du tout A, c'est peut-être plus du tout exemplaire. Et donc, dans les indicateurs à inventer, il va falloir très probablement faire passer le service rendu, et donc les gens, devant l'aspect mètre carré. Alors, il y a un endroit où ça se travaille, c'est sur les labels, sur les quartiers, sur lesquels on a poussé cette idée, les outils se développent et commencent à être opérationnels chez Efficacity pour avoir des indicateurs qui permettent de donner des choses à la personne. C'est peut-être d'autant plus important que je suis frappé du nombre de gens qui, cet été, se sont mis à faire leur bilan carbone personnel. Et là, peut-être que on a quelque chose qui permet de rapprocher une vision immobilière de l'offre et une vision des personnes. C'est qu'un début, hein, ça reste à être travaillé complètement. Merci Jean-Christophe. On prend une dernière question de Mathéo. N'y a-t-il pas un risque d'une forme d'ubérisation du parc locatif qui permettrait de flexibiliser la location des espaces de vie si le prix de l'immobilier ne cesse de monter et cela va à l'encontre des possibilités d'avoir un logement adapté au long d'une vie? Il est clair, on le dit bien dans la note, hein, dans les aspects partage. Le meilleur est à côté du pire. Vous voyez comment quelque chose du type Airbnb, je ne suis pas là pendant une partie du temps et je fais que mon logement est utilisé à ce moment-là. Et c'est parfaitement, dire sur le plan environnemental, c'est parfait. D'un autre côté, j'arrête de louer mon logement à l'année et je mets mon logement parce que c'est plus rentable en location courte durée. Et à ce moment-là, un tas de travailleurs du coin peuvent plus se loger. Là, on est dans le pire. Donc, on a bien les deux choses à la fois. On a la même chose sur la segmentation des logements. Vous pouvez avoir des cas où vous segmentez les logements, où vous faites de la colocation pour permettre de valoriser un grand logement qui va permettre de loger plusieurs étudiants. C'est super. Mais à côté, vous avez le marchand de sommeil qui va empiler des gens dans un logement à des tarifs délirants. Et vous avez bien les deux. Donc, l'enjeu, c'est de se dire qu'il n'y a pas une solution qui soit parfaite ou catastrophique, mais que il va y avoir à la fois des demandes, des réponses du marché et un besoin de régulation aussi, pour que on ait quelque chose qui tienne la route. Simplement, peut-être que les aspects
régulations qu'on portait beaucoup sur le bâti, sur le béton, sur les matériels, sur ce qu'on construisait, sur le dur. Peut-être que c'est plus sur l'usage qu'il va falloir le regarder. Et vous voyez, ça fait cette bascule. On parle d'un truc de l'offre, je regarde si l'objet est bien, à une situation où on regarde l'usage, et je place à la fois beaucoup de liberté, mais quelques limites sur les usages, pour qu'on ait vraiment une sobriété immobilière et, c'est dans le titre de la note, solidaire. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde ait l'impression que cet effort, il est fait par tout le monde et pas que c'est certains qui font tout l'effort et que les autres ne font pas du tout. On a encore pas mal de participants, du coup, je vais continuer sur quelques questions. Une qui concerne les fédérations professionnelles, bâtiments, promoteurs, et le ministère du Logement participe-t-il à ces réflexions sur la sobriété foncière? Peut-on espérer aboutir à un consensus sur le sujet? Alors, le groupe dans lequel on a travaillé, le groupe RBR, c'est un groupe dans lequel les gens sont là intuitu personne. Donc, surtout, c'est un groupe prospectif qui n'est pas représentatif, mais les gens sont là intuitu personne pour pousser des idées, et c'est très important d'avoir cette liberté de ton. Après, ce qu'on constate, c'est qu'à plusieurs reprises, des notes qu'on a pu faire ont été reprises, ont permis d'engager le débat, typiquement, il y a aujourd'hui une feuille de route sur la décarbonation de l'immobilier qui est en cours de préparation, et dans lesquelles sont impliquées massivement les fédérations professionnelles. Et là, on a des demandes par rapport à cette note venant des gens des fédérations qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, le propre du groupe RBR, c'est de poser des questions, d'aider à ce que le débat se fasse, et nous serions extrêmement heureux que ce soit justement tous les acteurs qui les reprennent, avec un enjeu, c'est qu'il faut qu'il y ait des acteurs de l'offre, de la demande et du politique pour que les solutions se trouvent. Ok, merci Jean-Christophe. Un mot de la fin, peut-être, Alban? Peut-être juste pour répondre à une des questions sur la sobriété du mètre carré, pour vous dire que dans la note, vous retrouverez aussi des analyses statistiques, notamment de Datalab et du GIEC, qui ont montré que l'augmentation du nombre de mètres carrés par personne moyen sur ces 30 dernières années a contrebalancé les efforts qu'on avait fait en termes de rénovation ou d'introduction dans le parc de logements neufs performants. Ce qui fait que, alors qu'on se focalisait, et à juste titre, sur la rénovation, sur le fait de construire performant, finalement, il y avait quand même un éléphant qui passait dans la pièce, qui était l'augmentation du nombre de mètres carrés moyens qu'on n'a pas vu passer et qui est venu nous annuler les gains de ces dernières années. Donc, ça vient, je pense, remettre une couche sur cette question de la sobriété du mètre carré. Merci Alban. Et Jean-Christophe, pour conclure? Je peux que vous réinviter à aller compléter on a choisi d'avoir un fichier en ligne sur lequel vous pouvez intervenir directement de manière à ce qu'il y ait un maximum de choses qui puissent être faites. Vous pouvez aussi envoyer au plan bâtiment des commentaires, mais si vous le faites en ligne, ça a aussi l'avantage que vous voyez tout ce qu'ont écrit les autres. On essaie d'avoir une vraie approche ouverte. Et il y a des fois des débats qui s'engagent entre des personnes là-dessus. Ok, merci beaucoup Alexandra. Bah ouais, merci. Merci. Et puis oui, du coup, je vais retourner voir aussi la note pour voir un peu les réponses aux commentaires. J'ai vu qu'il y en avait qui m'avaient répondu. Donc super. Merci pour la présentation, c'était clair. Et puis je pense que ça va aider aussi certains à se reposer des questions sur la façon de faire de l'immobilier. Et puis à bientôt alors. On veut vous remercier pour l'organisation de cet élément, pour les posts que vous avez faits, et bravo au Shifter pour ce travail d'animation du secteur que vous menez.
qui est vraiment indispensable et de qualité. Merci. Bah, Merci. merci. Et Merci. une bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.